Crémant est fier de s'associer à la présentation de ce podcast. Ouh! C'était vraiment ta meilleure idée, ça, Phil? Oui, monsieur! Bon podcast. Saison 1, épisode 10, le chiffron. Simon, Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Free Pag, Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, toi? Pag. Ça va super bien, merci. J'aimerais vous dire que l'épisode est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Petit message d'intérêt public, d'intérêt personnel aussi. Salon du livre en fin de semaine. Histoire de repêchage, ça va bien, je suis content. Je vais signer en fin de semaine, puis ça me tentait d'avoir de la compagnie. Puis puisque le dernier chapitre porte sur nous deux, qui avons été au forum sans se côtoyer, mais qui avions les mêmes rêves, ben j'ai dit pourquoi je n'inviterais pas le Snake à venir signer avec moi. Wow. Alors, juste pour les gens qui seraient intéressés, vendredi soir, 18h à 20h au Palais des Congrès. Et samedi avec Simon, parce que là, le vendredi, je suis seul. Samedi avec Simon, 14h à 15h. Dimanche avec Simon, 13h à 14h. On va Voilà, être là. c'est dit. Là, Simon, tu m'inquiètes. Hum. Parce que déjà que tu as un bloc Simon en liberté, et hier, tu m'as dit cette semaine, ça sera pas, puis Pag n'est pas au courant, il dit ça sera pas Simon en liberté cette semaine, ça va être Simon est déchaîné. Puis il a décidé d'être déchaîné dans le premier bloc. T'as-tu. T'étais-tu sur le break depuis le début de l'année ou quoi? En fait, il y a plusieurs sujets de déchaînement. Là. Ah, ouais. Hein? Oui, vous allez voir dans le deuxième, là, il y a un revenant dans Serpent en liberté. Mais même dans le premier, je pense, Dans tu le veux premier, te oui. gâter, hein? Ben, regarde, c'est parce que tu sais, tant que le Canadien avait une grosse fiche, 10 victoires, 3 défaites, 2 défaites en prolongation, c'est embêtant de faire part des préoccupations qu'on peut avoir sur l'alignement. T'étais-tu préoccupé? Ben, dans la mesure où je trouvais que oui, ils avaient eu un bon début de saison, mais il y avait une couple de petits trucs qui me dérangeaient. Mais c'est difficile de sortir à ce moment-là puis d'en faire part alors que tout le monde est en liesse. Je trouvais que Pag, il s'emballait un peu, puis que son armée, Saving Private Pag, son armée t'attendait avec le couteau entre les dents. Oui, c'est ça. Mais là, le calendrier est devenu un petit peu plus difficile. Et évidemment, il y a les hauts et les bas d'une saison qui sont normaux. Pour tous les clubs. Pour tous les clubs. Oui. Il y a les hauts et les bas. Il y a le hockey d'octobre est terminé, comme on appelle souvent. Puis là, je trouve que dans la dernière semaine, les matchs contre Dallas et Los Angeles surtout, pour moi, ont montré quelque chose que le Canadien doit vraiment, vraiment améliorer avant de pouvoir aspirer aux grands honneurs. Et c'est-à-dire, ils ont une difficulté de compétitionner contre les équipes plus grosses et plus hargneuses, je dirais. OK. Et la partie contre les Kings m'a frappé. Et je vais te dire pourquoi. Si tu regardes le talent des deux équipes, je crois que Montréal a plus de talent. Brut. Oui. Il y a des bons joueurs à Los Angeles. Tu sais, les Kempe, Doughty Kopitar, Byfield, Doughty Kopitar, ils sont un petit peu plus vieux. Mais si tu regardes en général, sur papier, tu vas dire, wow, Canadien, il y a des joueurs plus doués. Oui. Et là, tu te dis, pourquoi, finalement, ils ont subi la défaite qu'ils ont subie? Puis, j'ai l'impression, moi, que dans l'alignement du Canadien, si tu regardes les joueurs individuellement, il n'y a pas trop de problèmes. Mais si tu regardes le mix, tu vois qu'il manque quelque chose. Mais là, tu pourrais ajouter que contre Los Angeles, ils n'ont pas gagné depuis... 9 ans? C'est ça. 9 ans. Aussi. Oui. Puis Los Angeles a toujours sensiblement le même type d'équipe Washington. depuis qu'ils ont gagné la Coupe Washington Stanley. est assez gros. Washington est assez gros. Bon, Dallas, ils sont gros, ils sont hargneux, mais ils sont également extrêmement Ben, talentueux. ils démolissent tout le monde aussi. Oui, ils démolissent tout le monde. Attention. Alors, pour Dallas, c'est comme un peu normal. Ouais. Bon. Mais pour Los Angeles, je me dis, OK, Canadien, en principe, est plus intéressant à voir jouer, plus talentueux, mais ils ne peuvent pas les battre. Puis je crois que Canadien, comme je te disais, individuellement, tu regardes les joueurs, il y en a beaucoup qui cochent bien des cases, mais quand tu regardes le mix de l'équipe, tu te dis, ouais, peut-être qu'il manque un petit peu de papier sablé, de hargne,
comment dirais-je, de ténacité, gagner les batailles pour la rondelle, ces choses-là. Puis ça n'a pas rapport avec les mises en échec, parce que les mises en échec, le Canadien en donne. Mais une mise en échec, c'est pas toujours ça nécessairement qui va changer l'allure d'un match. Les batailles pour la rondelle, oui. Tu me surprends un peu quand même, puis je vois où tu veux en venir aussi, puis je pense que les gens vont découvrir aussi un peu plus qui tu es, parce que souvent, on va te reprocher de regarder seulement le talent, Oui. puis de cracher un peu sur les joueurs Oui. papier sablé. Oui. Alors que là, tu nous arrives, le Canadien a du talent, puis tu veux du papier sablé. Oui. Fait que c'est soit le petit Simon qui est jamais content, ou le Simon qui a une vision, puis que là, les gens ont peut-être besoin d'avoir une explication. Oui, c'est parce que moi, à la base, je crois que tu dois repêcher du talent pour ensuite te servir de ce talent-là pour acquérir le papier sablé. Pourquoi? Parce que je trouve difficile d'évaluer à l'âge de 17 ans qui va être le prochain Nick Paul. Qui va être... bon, c'est sûr que les prochains Tkachuk c'est des gars super talentueux. Mais je te parle, moi, des gars qui sont choisis souvent en 3e, 4e ronde et qui deviennent des joueurs vraiment extrêmement utiles en série. Mais à 17 ans, il y en a beaucoup de joueurs comme ça qui sont hargneux. Mais ils n'ont pas nécessairement ce qu'il faut pour atteindre la Ligue nationale et c'est difficile de les distinguer. Alors, c'est pour ça que je dis à 17 ans, repêche du talent, du talent, du talent. Puis après ça, quand les joueurs de soutien, qui sont souvent des joueurs un peu plus vieux, sont prêts à contribuer, bien, prends ton surplus de talent et va chercher ce genre de joueurs. OK. Ça me va. Là, c'est un peu abstrait aussi. Allons-y un peu plus dans le concret pour le fun. Puis tu m'avais parlé de ton plan de match. Là, je ne veux pas te surprendre non plus, mais je vais enchaîner qu'une question. Tu sais, tu as Slav Suzuki-Caulfield. Oui. Tu as Demidov avec, là, c'est Bolduc et... Puis en défense, tu sais, tu as quand même Madison Dobson, tu as Hudson avec Struble, tu as Jacky qui est là avec Carrier. Tu proposes quoi? Bien, encore là, c'est ça. C'est que si tu te mets à cibler des joueurs, ces gars-là, soit qu'ils coûtent très cher, soit ils ne sont pas disponibles. Mais à un moment donné, il y a quand même moyen d'échanger ce que tu as en surplus contre ce qu'une autre équipe est prête à laisser aller. Peut-être parce qu'ils sont en reconstruction, peut-être parce que le joueur va devenir autonome, peut-être parce qu'ils ont un besoin à combler. T'sais, exemple, Bolduc-Mailloux, Saint-Louis a besoin de défenseurs. Alors, je ne dis pas que c'est facile à faire. Puis je ne dis pas que ces gars-là, nécessairement, ça va être une réussite. Souviens-toi, il y a quelques années, Blake Coleman était devenu joueur autonome. Ouais. Il avait gagné la Coupe à Tampa, et là, on voulait avoir Blake Coleman absolument. Puis là, Calgary signe, mais Blake Coleman, vraiment, c'est un contrat qui est surévalué. Oui. C'est un exemple. Alors, si tu tombes dans ce panneau-là, ben, tu risques aussi de te casser la margoulette en signant ça. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est le genre de joueur que tu dois aller chercher annuellement durant la saison ou à la date limite des transactions. Parce qu'en ce moment, on va se le dire aussi, du papier sablé, avec les blessures à Newhook et Dak, ben là, au poste de centre, tu as du sable, mais tu n'as pas de papier. Oui, mais ça, comme on dit, il manque encore des trucs aux Canadiens. Il y a des joueurs qui s'en viennent, mais c'est pas terminé. On le dit souvent, Mathias, la reconstruction du Canadien n'est pas terminée. Ouais. C'est pas un produit fini en ce moment que le Canadien offre. Puis la direction du Canadien le sait certainement. Ben oui. Qu'ils peuvent battre un paquet d'équipes, mais cette équipe-là a des limitations. Et elle manque encore de profondeur pour être capable de combler les postes nécessaires lorsqu'il y a des blessés. Je peux-tu amener un questionnement à votre analyse? Vas-y donc. Moi, dans les dernières semaines, vu la tourmente des gardiens de but, je me suis amusé à prendre des arrêts sur image, une frame ou une image avant que le lancer soit lancé vers le filet, lorsqu'un but se fait marquer contre le Canadien. Puis ce que j'ai remarqué dans les derniers déboires du Canadien, c'est que je pense 75 ou 80% des buts sont marqués dans l'enclave où est-ce qu'il n'y a personne qui surveille le centre de la glace. On s'amuse à prendre le centre de la glace contre le Canadien. Fait que ma question pour vous, c'est, juste pour amener la réflexion plus loin au-delà de l'effectif ou du papier sablé, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de responsabilité à l'entraîneur d'ajuster ses schémas de jeu et d'être capable, au travers même d'un match, de mieux s'ajuster pour contrer puis donner moins le centre, parce que c'est vraiment ça la faiblesse, c'est vraiment ça qui a coulé le Canadien. Je trouve que le Canadien n'était pas aussi mauvais que le nombre de buts qu'ils ont donné cette semaine. Quasiment c'est un bon point. Impossible, oui, mais c'est quasiment impossible aussi que les coachs ne l'aient pas vu dès les premiers matchs défaillants puis que ça ne soit pas appliqué par les joueurs.
sais, au nombre de vidéos qu'ils font. Mais peut-être que quand tu as 10-3, 10 victoires, 3 défaites, peut-être que c'est un peu un mirage aussi. Mais Martin Saint-Louis le disait, qu'il était préoccupé, Ouais. qu'il jouait pas si bien, qu'il était... Mais... Est-ce que tu as les gars pour faire ça? Est-ce que Kapanen peut faire ça? Non, mais c'est un Honnêtement, exemple. Oui, vrai. mais tu regardes au centre aussi, puis là, tu parles de l'enclave. Ça demeure une faiblesse, le centre. Mhm. Ça demeure une faiblesse. Ouais. Là, Kapanen joue 10 minutes. Ouais. Tu n'entends moins parler. Ouais. Euh, Kirby Dach blessé, quoique Kirby Dach joue plus à l'aile. Là, mais... Tu voulais me parler des blessés aussi, là. Oui. Dach Goulet, constamment. Ouais. Et là, moi, je suis un petit peu épuisé, ou je dirais là. T'es plus déchaîné? Non, je suis là d'entendre parler de malchance quand on parle de joueurs. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, comment ça fait qu'il y a des joueurs qui sont tout le temps blessés, puis il y en a comme Nick Suzuki qui ne le sont jamais. Il y en a qui vont dire, oui, ça peut être le style de jeu. C'est sûr que si tu joues un style plus agressif, tu as plus de chances d'être blessé. Mais on ne peut pas dire que Kirby Dach joue un style agressif. Mais là, puisque tu es là, Oui. là, j'ai un argument pour toi. Mhm. Kirby Dach, là, un tir bloqué. D'abord, moi, les tirs bloqués, là, je suis Oui. plus capable. Oui. Tu as des gardiens qui sont habillés comme les bonhommes Michelin, Mhm. puis tu demandes aux joueurs de bloquer des tirs. Regarde, je suis pas dans la salle de vidéo, là, puis avec les tendances, mais tu perds combien de joueurs chaque année avec des tirs C'est bloqués? vraiment bon ce que tu me dis. Je vais te dire pourquoi. Je suis tanné. J'ai un ami qui m'a parlé de Dach cette semaine. Puis il m'a dit, j'ai aucune preuve scientifique de ce que j'avance. Mais il dit, il y a des joueurs souvent blessés qui se mettent dans le trouble eux-mêmes. Et il m'a donné Dach comme exemple. Il dit, le gars étire ses présences sur la glace, il est coincé en zone défensive, puis là, oups, il va bloquer un tir, alors qu'il est fatigué. Ouais, mais là, écoute, chez Weber, c'est fracturé des pieds, puis David Je sais. Savard, c'est Je fracturé sais, des pieds. mais peu importe le fait, c'est que Dach est allé blesser. C'est- Il est allé bloquer un C'est lancer. comme Jack Hughes, là. Ben, il est allé parce qu'on lui demande de Ouais, bloquer. mais Jack Hughes... Non, mais tu sais, on dit qu'il est toujours blessé. Il appuie sa main sur un verre. Et si tu es un gars de porcelaine Ouais, mais qui est là, tout le temps t'es en- blessé? Non, là, tu es en train de parler de Jack Hughes puis de Kirby Dach. Jack Hughes a un accident qui arrive à un joueur sur 10 000. Puis. Mais il était déjà Kirby réputé- Dach, qui est toujours blessé. Oui, mais ça, sur c'est la un glace. accident, ça. Moi, c'est un il se tord une cheville, ou il se blesse encore au même genou, mais là, de se fracturer le pied parce qu'il bloque un tir, pour moi, c'est une malchance. Et l'idée que, justement, qu'est-ce qu'il y a d'affaire à aller bloquer un tir, tu le dis toi-même, là, tu te contredis. Mais non! Moi, je comprends pas que Il se met dans le trouble. Non, on n'est pas là. Tu m'as pas compris, là. Ah, OK. Les équipes demandent aux joueurs de bloquer des tirs. Oui. Je comprends pas pourquoi les équipes continuent à demander aux joueurs de bloquer des tirs alors que le gardien peut les... Mais pourquoi c'est encore Dach qui est blessé? Pourquoi c'est pas Suzuki qui est blessé? Tu sais, à un moment donné, Mathias, c'est ça mon point. OK, je m'en fous de la malchance, puis de la pas Ouais. malchance, puis de la scientifique, puis de non scientifique. Il y a un point. Quand tu évalues un joueur, là, Ouais. j'ai toujours dit qu'un joueur et son contrat sont indissociables. Mais à un moment donné, un joueur, puis sa disponibilité aussi est indissociable. Ouais, mais s'il patinait la tête basse, qui se protégeait... Goulet, c'est un autre Goulet ne cas. se protège pas. Goulet ne se protège pas, ça, mais sur... Je peux-tu donner un mulligan à Dak sur le tir bloqué? OK, mais donne-y. Tu y as donné un Non, mulligan mais depuis sur le un début. tir bloqué. Ben oui, puis le poignet au championnat junior, puis il y a toujours quelque chose. Puis à un moment donné, c'est que le temps passe, le temps Non, passe. mais moi, le temps je te passe. parle juste de celui-là. Je là. comprends. Mais je suis le pas en temps train de te passe, dire je suis le temps optimiste, passe. là. Non, mais le temps passe. Puis à un moment donné, Kirby Dach, à un moment donné, il va avoir 32 ans, puis on va dire, ben s'il n'était pas blessé, Ouais. tu sais, à un moment donné, il y aura tout Mais je suis pas en vendre, train tu de sais. dire, ben là, je ne vais pas abandonner le gars parce qu'il a bloqué un tir puis il s'est cassé un pied. Et là. Charlie McAvoy qui avait plus de dents. Ben oui, tu sais quoi, En fin de c'est-tu semaine. un gars de porcelaine? Non, il y a des dents de porcelaine. C'est ça. C'est même pas un jeu de mots. complètement, C'est même pas un jeu de mots. T'es complètement... Par contre, Ouais. là, je t'ai demandé un exercice parce qu'on Oui. se parle tout le temps avant. Oui. J'ai dit, ça arrive-tu? Pour essayer de donner un Oui. peu d'espoir à tout le monde, d'avoir des gars qui sont tout le temps blessés avant 25 ans puis qui arrivent à un moment donné. C'est une figurine de Kirby Dach, juste pour lui donner l'espoir. Ah bon, Voilà. tu l'avais préparé. Oui. Celle-là. Ils ont fait des figurines pour Kirby Ben Dach? oui, il y en a de Josh Anderson. Ah oui? Ah, bon. Ça arrive-tu des gars tout le temps blessés avant 25 ans puis Puis à un tout moment d'un donné, coup, ça ça arrête? Oui. Puis Et il n'y là, en a pas beaucoup par de contre. ça, j'ai enlevé Crosby et Bergeron, Patrice Bergeron, parce que ça, c'était des commotions. Exact. J'ai décidé de séparer les commotions des blessures Ouais. comme telles. J'ai 3 exemples. Il y en a 2 qui jouent encore et un qui ne joue plus, mais qui a pris sa retraite il y a 5 ans.
Celui qui a pris sa retraite il y a 5 ans, c'est Justin Williams, Oui. qui a gagné la Coupe Stanley. Et ce gars-là, à partir de l'âge de 29 ans, dans la vingtaine, il était tout le temps blessé. Tout le temps. À partir de l'âge de 29 ans, il a joué les 9 ou 10 dernières saisons de sa carrière pratiquement sans blessure. OK. Et c'est un gars qui a été très, très efficace dans la trentaine. Puis on l'a peut-être abandonné trop tôt. Lui, il Oui. était à Philadelphie au début. Oui, exactement. Exactement. Alors ça, c'en est un. Le deuxième, c'est le défenseur des Canucks, Tyler Myers. Tyler Myers a eu une période dans la vingtaine où il était pas mal souvent blessé. Et là, depuis quelques années, ça semble s'être tassé. OK. Alors, c'en est un. Un autre, Gabe Vilardi. Bon, merci. Oui, Je vais Gabe prendre le Vilardi, crédit c'est sur toi. celle-là. Oui, oui, c'est toi qui as pensé à celle-là. Mathieu, ça m'avait complètement échappé. Mais Gabe Vilardi, qui est un choix 11e au total, Ouais. qui était voué à un bel avenir avec les Kings, et là, à un moment donné, à chaque année, Vilardi, le genou, là, ci, là, ça. Puis moi-même, j'aimais bien Vilardi, mais... Tu l'aimais beaucoup en passant. Oui, il n'était pas rapide, mais je le trouvais Ouais. très, très habile. Là, à un moment donné, là, j'en avais plein le chapeau. Tu étais là. déchaîné, là. Ben, j'en avais plein de chapeaux, de Vilardi, puis de ses blessures. Ouais. Et là, depuis qu'il est à Winnipeg, touche du bois, tout va bien. Ben, il Alors, était il y en a blessé des la première exemples. année à Winnipeg, par Oui, contre. Là. mais depuis ce temps-là, Ouais. c'est correct. Alors, vois-tu, ces gars-là... J'en ai un autre, moi, Jacob Chikrin, qui était toujours blessé Oui. en Arizona. Là, il l'est moins. Oui, regarde, ça arrive. C'est pour ça que l'exercice est là pour donner espoir aux fans. Mais j'imagine qu'il y en a plein qui étaient tout le temps blessés puis qui ont continué à être là. Voilà. J'en ai pas en Il mémoire. y en là, a mais- qui ont passé leur carrière blessée. Alors, moi, je me suis concentré sur ceux qui sont revenus en arrière. Et il y en a un. On va retourner 80 ans en arrière. Mais 80 Sidney ans. Crosby, moins Pardon? longtemps que ça, Sidney Crosby. Non, on a dit tout à l'heure, Ouais, les commotions, oui. Ouais. Maurice Richard. Oui. Que Ouais. tu as bien connu, toi. Tu l'aimais bien quand En t'étais début de jeune. carrière, cheville cassée, jambes cassées et poignet cassé. On disait qu'il était fragile. On disait qu'il était fragile. Puis après ça, oui, il y a eu ses blessures. Puis en fin de carrière, il était très vulnérable, là, mais on peut dire qu'après ça, il y a eu une période à son apogée où il n'était pas blessé. OK. Alors ça, c'est un exemple un peu rigolo du passé, mais c'est quand même ça. Tu sais, quand tu dis lancer la serviette puis tout ça, Ouais. le Canadien a continué de faire ses affaires cet été. Là. Il cherchait un centre pareil. Là. Tu sais, Dak, qu'est-ce que tu veux faire? Là? Ouais. Et Sauf que- Non, mais tu peux pas. Dak, tu peux pas l'envoyer dans les Caraïbes puis dire va passer le Non. reste de ton Mais contrat à un là-bas. moment Là. donné, il y a les probabilités qu'il faut que tu regardes. Pour un Justin Williams, il y a combien de Kirby Dach? Oui, mais. Puis en plus de ça, si on compare, mettons, Vilardi et Dach, je peux comprendre d'être un petit peu plus patient avec Vilardi, quoique Los Angeles ne l'a pas Oui. été, qu'avec Kirby Dach. Mais le Canadien Tu sais, Kirby Dach, c'est pas un élément clé du Oui, Canadien. mais le Canadien ne compte pas sur lui. Ils l'ont pris par défaut au début de l'année, mais ils en ont cherché un centre. Ouais. Puis là, il est encore sous contrat. Ils vont attendre qu'il revienne. Qu'est-ce que Ben tu veux oui, qu'il mais fasse? c'est ça. mais c'est pour ça que la reconstruction n'est pas terminée. À un Ouais. moment donné, il ne faut pas s'accrocher à ces espoirs-là de si, Ouais, mais s'il n'est ça, pas blessé, s'il n'est pas blessé. Je s'il est pas m'accrochais pas tant. Tu t'accroches-tu à l'espoir encore de Dak? blessé. Ah, pas mal. J'y pense plus, étant donné qu'âge, il s'en vient. J'ai beaucoup plus je fonde mes espoirs plus dans lui, puis c'est un complément si Ok. Kirby fonctionne bien. Puis New York, lui, tu le places dans quelle catégorie? Ben, New York, c'est pas un gars qui est souvent blessé. OK. Alors lui, c'est une blessure. Mais moi, un C'est gars année, que je trouve qu'il manque beaucoup par rapport justement à l'ardiesse du Canadien, c'est Goulet. Oui, c'est sûr. Mais là, tu fais quoi, toi? Tu l'échanges, c'est ça? Kaden Gooley, ouais, ça fait longtemps, moi. Mais que la Kevin- valeur, elle baisse, là. C'est Oui, ça le problème. la valeur baisse, c'est ça. Mais c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut, à cause des probabilités, faut que tu... Tu sais, à un moment donné, tout est un petit peu, comme on dit, un gut feeling quand tu fais des échanges. Tu paries, tu fais des paris. Puis à un moment donné, tu veux améliorer ton équipe à certains poussées, il faut que tu donnes quelque chose. Tu n'obtiendras pas un très bon joueur en retour d'un choix de deuxième ronde et d'Owen Beck. Mais justement, les gars, on est dans un sacré beau problème en ce moment parce qu'on est à 4 points genre d'être dans la loterie. Oui. Puis on a des espoirs qui s'en viennent très prometteurs. Quand tu dis d'être dans la loterie, c'est de finir, de De- rater les séries. Hors des séries, Exact. c'est OK, ça. parfait. ouais. Puis on a des espoirs très prometteurs. Donc tu veux pas nécessairement échanger d'espoir, tu veux pas donner ton premier choix, mais il faut que tu t'améliores quand même au centre. Puis on n'a pas tant de profondeur comme on le voit. La profondeur est testée en ce moment, puis elle est presque inexistante. Fait que comment on gère ça? Es-tu en train de me dire que pour 3 défaites, il faut recommencer à Pas du regarder le tout. boulier? Pas du tout. Mais on dit qu'on a de la misère au centre. Oui. Mais On- là, Michael Leach s'en vient probablement pour le long terme. Ouais. Va être là. Le Canadien est dans une position où ils vont se remettre éventuellement à gagner aussi, puis ils vont être Ben dans oui. le mix comme l'année passée. Ben oui.
puis t'attends un peu les plus jeunes. Quand ils vont recommencer à, Ouais. jouer, à jouer contre le genre d'équipe qui Ouais, battent. exact. Mais Le genre d'équipe qui battent, puis c'est extrêmement serré dans la division atlantique. ouais. C'est le temps de se poser les vraies questions. Mise au jeu plus nous demande qui terminera au premier rang de la division atlantique. Ok. Alors, je vous donne dans l'ordre ceux qui ont les meilleures Ouais, cotes. qui est tough. Oui. Le Lightning de Tampa Bay a la meilleure cote, suivi des Panthers de la Floride, du Canadien de Montréal à égalité avec Ottawa, les Maple Leafs de Toronto, les Red Wings de Détroit, les Bruins ou les Sabres. Les Bruins sont tombés bas. Et ouais, ils sont Ouais, à... parce qu'ils sont premiers en ce moment, mais ils ont plus de matchs joués que les autres. Ah, Regarde, on va y aller par élimination. Moi, j'ai dit que Toronto manquerait les séries. tu les élimines avant Buffalo? Non, mais là. Ben non, mais... Non, mais. Commence par Buffalo. Ben, je commencerai par qui je veux bien commencer. Ben, fais donc ce que tu veux. Fait que Toronto, moi, je les vois pas dans les séries. Alors, on l'oublie pour la première place. Buffalo oublie ça aussi. Boston, ça demeure toujours Boston, mais je les vois quand même pas, sur 82 matchs, gagner la division. Alors, j'enlève Boston. Détroit, il manque quelque chose. En ce moment, ils ont accordé plus de buts qu'ils en ont compté. Ça, j'aime pas ça. Alors, j'enlève Détroit. J'enlève le Canadien également. Alors là, il me reste Ottawa, Tampa Bay, Floride. Ottawa. Mais ces affaires-là, Ouais. c'est pas mieux quand les cotes sont basses? Comment ça? Je connais pas ça. C'est-à-dire que plus c'est bas, la personne qui offre le pari veut pas que tu mises dessus parce que s'ils remportent la division atlantique, ils vont perdre de l'argent. Donc, t'es mieux d'aller vers une équipe Un long qui est shot. plus bas. Oui, mais là Comme encore. Détroit ouais, ou Boston. Oui, mais là, moi, je suis pas là pour parier sur des long shots. Je suis là pour essayer de trouver qui va ok, gagner ok. l'Atlantique. Regarde, Tampa aussi. Tu sais, c'est parce que ce qui est incroyable dans cette division-là, tu te rendu compte qu'il y a seulement Boston qui a un différentiel de but positif. Et malgré tout, il y a des clubs qui ont des fiches de 12-8, 11-7, 10-6, 9-6, 9-7, 8-8, 8-8 et 6-8. Puis on parlait de la section la plus relevée de la Ligue nationale il n'y a pas longtemps. À date, c'est vraiment pas comme ça. La division métropolitaine, à la surprise de plusieurs, dont moi, est meilleure cette année. Alors bon, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Écoute, ils ont tous des différentiels négatifs, à part Boston, plus 2. Regarde. Sais-tu quoi? Là, Tampa est sur une bonne lancée. Boston est sur une bonne lancée. Sais-tu quoi? Je pense que je vais y aller avec Floride. Hein? Ah oui. Mais avec Floride, le deuxième choix. Pas de Barkov. Ah oui. Fatigué après les Kachuk va revenir. Non, mais garde la division. Bon. Alors, toi, tu y vas avec qui? Ben moi, si on me demande juste Ouais. qui va la Ouais, gagner, qui va gagner? je mettrais Tampa parce que OK, Tampa. leurs joueurs sous-performent encore puis sont Ouais. dans une bonne situation. OK. Tu sais, Kucherov produit pas, Point ne produit pas, Vasilevski n'a pas un gros début Non. de saison, ça va se replacer. Puis malgré tout, c'est- ils ont une fiche de 9-7-2. C'est pas comme si, c'est ça, c'est pas comme si leur gars marchait à plein Ouais. cylindre puis qu'il Regarde, avait cette fiche-là. là. Ton Raisonnement. raisonnement vaut le mien. Puis, Puis vous n'aviez pas les chiffres en tête, là, mais la cote des Bruins est à 30, puis Ouais. celle des Panthers est à 4,25. Donc si les Bruins remportent, tu fais 30 fois la mise. mais c'est ce que je te disais tout à Ouais. l'heure. Là, après ça, quelqu'un peut décider qu'est-ce qui vaut le plus. Ouais. Mais là, nous autres, on essaie juste de trouver qui va gagner. Exact. Alors moi, je vais avec Floride, mais c'est sûr que tu n'aimes pas ça. J'ai hésité entre les deux. OK. Ouais. Good. Merci, Simon. Après le Simon déchaîné, le Simon en liberté. Caroline, ça fait du beau Simon aujourd'hui. Il va quand même avoir un petit peu de déchaîné dans tout ça. Ah oui? Oui, mais positivement. OK. Je suis enthousiaste. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Mais tout d'abord, le premier sujet, on avait parlé la semaine dernière. Les Devils du New Jersey 2022-2023 connaissent une saison de 112 points. Avec une jeune équipe. Et avec une jeune équipe. Et on avait fait un peu un parallèle avec Ouais. le Canadien de l'an dernier, même si le Canadien n'avait pas eu 112 points. Peux-tu rappeler peut-être aux gens qu'on se dit, c'est la semaine dernière, pour ceux qui Oui. n'auraient pas écouté l'épisode, on essayait d'imaginer ce à quoi le Canadien pourrait ressembler dans 3 ans. Voilà. Puis on avait effleuré la question des Devils. Est-ce que ça Qu'avaient serait l'air ça? les Devils il y a 3 ans. Ouais. Bien, normalement, tu t'imagines qu'une équipe qui performe comme ça et qui est jeune va garder à peu près tout le monde. Ben, c'est ce qu'on pensait d'ailleurs la semaine Ouais. passée. Et là, c'est pour ça que souvent, les gens, lorsqu'on parle, nous, d'une certaine rotation de personnel à Montréal, des fois, il y en a qui sont surpris qu'on dise « Ah ben, il va peut-être rester 10 joueurs de l'équipe actuelle Ouais. un jour, dans Dak 3 sera ans. peut-être pas là. Dak sera peut-être pas là, un tel sera peut-être pas là, etc., etc. »
Ben, New Jersey, dis-toi que cette année-là, parmi les joueurs qui sont actuellement dans l'équipe, il y en a seulement 7 qui ont joué la saison complète au New Jersey il y a 3 ans. C'est 30 7. Ah, ah. Jack Hughes, Nico Hischier, Jesper Bratt, Dawson Mercer, André Palat, Dougie Hamilton et Jonas Sigenthaler. Donc, c'est qui tous ceux qui sont partis? Bon, Timo Meier, lui, est arrivé avec 21 matchs à jouer à la date limite des transactions. Donc, c'est un 8e joueur, Ça mais se il a été là dans les séries. Luke Hughes, lui, a joué 2 matchs en fin de saison et il a joué en série. OK. Alors, il y en a 7 à temps plein, 9 qui étaient à la ligne. Et Simon Nemec venait d'être repêché, OK. mais il jouait dans la Ligue américaine. OK. Mais si on fait l'exercice, là, sans vouloir... tu sais- Entre 7 et 9. là. Oui, c'est ça. Entre Il y en a 7 et quand 9. même 9. La moitié, un peu moins de la Un moitié. petit peu moins Ouais. de la moitié. OK. Donc, si on parle que le Canadien, il resterait 10 11 joueurs dans 3 ans, c'est quand même réaliste. Mais par curiosité, est-ce que tu as ceux qui sont partis ou... Bien, ça, on peut aller voir ça ici. Et tu vas voir qu'il y a des noms... Il n'y avait pas Eric Ola? Ben, il y avait Sharangovich, qui a été échangé à Calgary, qui était quand même un Ouais. joueur intéressant. Il comptait des buts. Brett alors- Pesce? Oui. Ben oui. ben Les oui. gardiens... Les gardiens C'était ont changé. Mackenzie Blackwood. OK. Oui, entre autres. Et il y avait Vitek Vanacek. Les deux gardiens, bye-bye. Les 2 gardiens, bye-bye. Et là, à la défense, ben, Thomas Tatar qui n'est plus là. Pas à la défense. Thomas Tatar n'est plus là, mais à la défense, Damon Severson, Ah oui. il n'est plus là. Qui est parti au bon moment. Miles Wood, le joueur de soutien, ouais, ouais. joueur de soutien. Ryan Graves. OK, Qui est fait qu'il y a parti. quand même... La défense a subi une bonne mutation. Michael McLeod, qui était un joueur de soutien, mais quand même qui était là depuis bien des années. Jesper Boquist. John Marino, qui s'est trouvé une niche ailleurs. Qui était très bon cette année-là. Là. Ouais. En effet, en effet. Fait que, tu sais, il y a quand même... Moi, c'est vraiment la défense. Ouais. Excuse-moi de ouais. t'interrompre. C'est vraiment la défense parce que je vois que le noyau d'attaquants de premier plan les sont là. 5 meilleurs attaquants, les 4 meilleurs attaquants sont encore là, plus Maier qui s'est ajouté en fin de saison. Fait que ça ressemble beaucoup à ce qu'on disait finalement pour le Canadien. C'est le milieu de l'alignement, Ouais. puis une coupe de défenseurs. La défense, c'est plus La simple. défense, Ouais. c'est Les ça. changements défensifs sont plus importants au New Jersey. Fait que OK. c'est ça que ça donne. New Jersey qui avait été éliminé, qui avait gagné une ronde et qui avait été éliminé en 2e ronde cette année-là, et qui cette année, malgré la blessure de Jack Hughes, devrait finir très haut dans le classement. Et qui ont raté les séries l'année d'après. Là. Oui, et ils ont raté les séries l'année d'après. Deuxième sujet, là, ça fait plusieurs semaines qu'on veut parler de ça, les statistiques gonflées des défenseurs dans la Ligue de l'Ouest. Alors là, je suis allé dans les marqueurs de l'an dernier, les 32 premiers marqueurs chez les défenseurs, donc en moyenne un par club. Ouais. Il y en a 4 de la Ligue de l'Ouest seulement. Sur 32? Ouais. C'est pas... Ben, ouais. Non, c'est pas bon. C'est pas énorme. Québécois, je sais pas combien C'est il y en pas avait, énorme. là, mais... Josh Morrissey, numéro 5. Shea Theodore, numéro 13. Morgan Riley, numéro 19. Et Bowen Byron, numéro 32. Et là, je regarde dans les dernières années quelques défenseurs qui ont eu des grosses statistiques. Il y a Ty Smith, entre autres, Ouais. un choix de première ronde qui fait rien. Il y a eu Kalen Addison, qui a eu un petit séjour à Pittsburgh et à San Jose, qui a pu faire pas grand-chose. Et là, il y a des noms comme Stanislav Zvozil, 78 points, il y a une couple d'années. Il est dans les mineurs. Kevin Korchinski, 73 points. Il est dans les mineurs. Un dénommé Alex Cotton, 67 points. Il ne joue pas. Olin Zellweger, 81 points. Ça, c'est correct. OK. Il est à Anaheim. Luca Cagnoni, 90 points il y a 2 ans. Il est à sa 2e saison dans la filiale des Sharks. Pas de garantie qu'il va jouer dans la Ligue nationale. C'est un défenseur petit format. Mais c'est pas seulement qu'il soit petit format, c'est que est-ce qu'il est vrai? Il est suffisamment élite. Est-ce qu'il est pour atteindre la Ligue nationale et jouer sur un jeu de puissance? Quel âge? Y avait-tu 19, 20 ans, Cagnoni, quand il a fait ses 90 points? Il y avait 19 ans. OK. Et c'est souvent le cas. Alors, As-tu la liste des cas? Écoute, je serais curieux. Là. Makar, évidemment, canadien. Quinn Hughes, américain. Hudson, américain. Ouais. C'est quoi les autres? tu veux dire dans les défenseurs de l'an dernier? C'est qui les meilleurs compteurs? Oui, ça vient d'où en majorité? J'imagine Canadien, américain aussi, mais y a-t-il un pays qui l'emporte sur l'autre? Il y a la Suède doit en avoir une coupe. Oui, mais l'idée, c'est que en général, c'est ça. C'est pas des joueurs, tu sais. Veux-tu qu'on regarde cette année ou l'année passée? L'année Moi, ça me passée, dérange pas, parce que là. tu sais, si tu as 4 de la Ligue junior de l'Ouest,
Je me demande si c'est partagé. Tu as combien de l'Ontario? Tu as combien de... Regarde, j'ai Kyle McCarr, Zach Werenski, c'est un joueur américain. Zach Américain. Werenski, Quinn Hughes, américain. Rasmus Dahlin, suédois. Evan Bouchard, Ontario. Victor Hedman, Suède. Lane Hudson, américain. Josh Morrissey, lui, on vient de le nommer. Adam Fox, américain. Jake Sanderson, américain. Mikhail Sergachev, qui avait joué en Ontario. Un Russe qui avait joué en Ontario. Eric Carlson. John Carlson, américain. Thomas Harley, qui a joué en Ontario. Jacob Chikrin, Ontario. Il y a pas de temps- Mackenzie Weegar, qui a joué dans la Juniora et qui a joué ensuite à Halifax. Il n'y a pas tant d'Ontariens. Ben, il y a combien d'Ontariens, tu penses, sur les 30? Là, si tu me dis... J'essaie de me faire l'avocat de la défense, là. Ben, je sais pas. Veux-tu qu'on les compte? Ou l'avocat du diable. Oui. Veux-tu Les qu'on... Ontariens, je suis pour le fun, là, compte donc ça. Tu sais, s'il y a 6 Ontariens, puis 4 de l'Ouest, puis c'est pas pour défaire ta théorie, mais on discute, on jase, là. Ben, il a l'air d'avoir beaucoup d'Américains. Moi, ce que je vois Oui. dans les Ontariens... Et moi, j'inclus un gars comme Sergachev comme un Ontarien parce qu'il jouait OK. dans l'Ontario. Alors, tu sais, je veux dire... Mais si tu sais, on les inclut- États-Unis, c'est que c'est le territoire au complet, là. Oui, Ouais. ça, c'est sûr que c'est le territoire au complet. Mais si tu regardes la Ligue de l'Ontario, tu vois, j'en ai 1, 2, 3. Tu vois, John Carlson, Ouais. c'est un Américain, mais il a joué à London. Ouais. Thomas Harley, 4, 5, 6, On le sait de toute façon que l'Ontario est plus fort, là. 7, Ah oui, OK. 8, Dans les 30? ouais, OK. 9. Hein? Mais là, non, qui? Ouais. Qui des Cam 7, Fowler, 8, 9, Cam là? Fowler OK. aussi. Regarde, OK. comme ça, vite, là, j'en ai à peu près Parfait. une dizaine. Une Parfait. dizaine. Ouais. C'est bon. Fait que, Le tout point, ça- est, le point est... Ouais, ouais. comment Pour une ligue qui est quand même, qui couvre un Attends. très grand territoire. Adjugé. J'ai mis l'étampe. Parfait. Alors ça clôt cette discussion. En fin de semaine, je suis allé à Gatineau voir une coupe de match des Olympiques, mais j'en ai profité pour faire un petit saut à Ottawa OK. pour aller voir Niagara contre Ottawa. Deux bonnes équipes. Et surtout, moi, le but de ma visite au match, même s'il y avait plusieurs joueurs de 16 ans qui m'intéressaient, on va garder ça en réserve parce que c'est des joueurs admissibles en 2027. Moi, je me suis concentré sur Ryan Rubrek. Ah oui? Ryan C'était Ru- ça le but de ton voyage? Non, c'était d'aller voir Gatineau. Ah, je pensais que c'était d'amener ta blonde aux chutes Niagara. Non, parce que la partie était à Ottawa. Ah. Au Chute Niagara, on est allé l'été passé. Ah oui? Oui. T'as-tu aimé ça? Ben oui. OK. Je suis surpris qu'il y en avait juste une, honnêtement. Une blonde. Aïe, aïe, Ah, aïe. t'es vraiment... Ah, ça pue l'érotisme. Ah oui. Alors, à Ottawa, Ryan Rubrek, qui joue pour Niagara, joueur Ouais. qui a marqué au-dessus de 40 buts l'année passée à 17 ans. C'est un late. Donc, il joue sa saison 18, sa troisième saison. Alors, on pouvait s'attendre à un joueur dominant. Un joueur qui aspirait à être repêché top 5, mais d'après moi, ce que j'ai vu, c'est pas juste mes préférences personnelles. Je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs qui vont partager ça. Moi, depuis le début de l'année, en vidéo, il me décevait. Je trouvais qu'il y avait un manque d'effort. Mais j'ai dit, on va les constater en personne. À part une séquence, le gars était invisible. Ah oui? Complètement invisible. Ce qui n'est pas normal. Troisième saison, un gars qui aspire à être choisi haut, il y a un manque d'effort, là, un manque d'intérêt, je dirais. Puis il y a un club qui va quand même le repêcher dans le top 15, j'imagine. Ben, moi, en ce moment, je te dirais, d'après moi, il va dégringoler. C'est pas un gars qui va sortir top 10. Il va probablement sortir 15-16. Parce qu'à un moment donné, vient un moment où tu tires la ligne puis tu dis, ben, je suis mieux d'avoir un Ryan Rubrek qui se force pas trop, mais qui va quand même me donner un peu quelque chose par rapport à un joueur qui va jouer sur une troisième paire de défense. Fait qu'autour de 15, tu le prendrais pareil? Je ne sais pas encore. Mais moi, j'essaie de projeter où il peut aller. Si le gars est invisible, là. Oui, mais il y a quand même une certaine production de buts, de points. Puis à un moment donné, c'est ça, tu tires la ligne, tu te dis où. Puis j'ai parlé à un recruteur au match, puis j'essaie de savoir un peu qu'est-ce qu'il pensait. Puis j'ai dit, où est-ce que tu tires la ligne, un gars comme ça? Puis il me dit, ben, tu peux pas attendre en deuxième ronde, parce qu'en deuxième ronde, il y a des moins bons joueurs que ça. Ouais. Tu prends plus un risque. OK. Fait que c'est ça. Alors, ça a été ma visite à Niagara. Un joueur qui m'intriguait pour Niagara, Noah Reid, qui vient d'être acquis des Knights de London. Noah Reid, c'était ce que mon fiel appelait le cheerleader des Knights l'année passée à la Coupe Memorial. Je suis allé voir la Coupe Memorial avec lui à Rimouski et Noah Reid était le 12e attaquant de l'équipe et
il a presque pas joué. Ouais. Mais ça, c'était typique des Knights de London. C'est un gars, quand même, que j'avais vu pendant la saison. Je l'avais aimé. Puis je me suis dit, c'est un gars qui a une chance et qui va surperformer son rang de sélection. D'après moi, il était repêché en 4e ronde par Anaheim. Probablement que s'il avait joué pour une autre équipe, il aurait peut-être été un choix de 2e ronde. Anaheim, tiens. Oui. Alors, il a très, très bien joué samedi, sa saison de 18 ans. Là, finalement, il commence à avoir la chance de jouer et à éclore. Bon. Et là, le moment de déchaînement. Oh, ah oui? Oui. Trevor Conley. Oh boy. Y a-t-il une musique? On peut-tu partir une musique là, de Trevor Chariots of Conley, Fire? Mathias. Il est revenu au jeu. Bon, il était temps. Parce que moi, je commençais à être tanné, les joueurs tout le temps blessés, là. Hein? On lance la serviette. Ben, tu sais quoi? Je me posais la question sur Trevor Conley et je me la pose encore. Okay. Et à un moment donné, moi, contrairement à toi, je vais la lancer, la serviette, puis je vais arrêter de me dire que Trevor Conley, s'il est tout le temps blessé, que peut-être à 27 ans, il sera plus blessé. J'ai jamais dit ça sur Dak. Non, tu mets des mots dans... Tu le souhaites. Non, tu mets des mots dans la bouche. Mais là, tu étais en train de me dire que Trevor Conley a joué un bon match? Deux bons matchs. Un but de passe. Officiellement une séquence. Mais 2 bons matchs. Officiellement une séquence. Ouais. Un but de passe en 2 matchs. Première étoile hier soir, dimanche soir. Un très beau but d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir ça. Si on ne veut pas aller le voir, on fait quoi? Ben, on n'y va pas. Peux-tu parler de la game de Cornelly? Je te taquine. Bon. OK. C'est dur. Ben, c'est sûr que quand tu me sors, tu es tellement excité comme un petit gars de 4 ans à Noël avec ton pyjama du Canadien. Le numéro 24 était partout sur la glace. Et j'ai revu le Trevor Conley d'il y a 2 ans. Il y a quel numéro, lui? 24. Ah, OK. Oui. Je pensais que tu parlais d'un autre 24. OK. Oui. Mais tu as dit le 24 était partout sur la glace. Oui. OK. Ouf. Vas-y, Simon, je te laisse. T'es en liberté. Fait que là, Conley, il a vraiment été partout sur la glace, puis j'ai aimé le fait qu'il est très impliqué, en plus d'avoir les qualités que je voyais il y a 2 ans, ultra rapide, en possession de la rondelle. C'est quelque chose qu'on voit très rarement chez les joueurs. Il y en a qui sont rapides, il y en a qui sont bons avec la rondelle, mais il y en a qui font les deux. Conley est un de ceux-là. Et n'oublions pas, pour les poolers qui semblent être déçus ou qui se demandent qu'est-ce qui va se passer, il a 19 ans et il est dans la Ligue américaine. Ouais. Et là, il a bien performé. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de 19 ans dans la Ligue américaine qui performent bien? Il n'y en a pas beaucoup de joueurs de 19 ans dans la Ligue américaine. On rappelle aux gens qu'il a 19 ans dans la Ligue américaine parce qu'il était dans les rangs collégiaux américains. C'est ça. Alors que s'il avait joué dans les rangs juniors, il n'aurait pas eu le droit. L'an dernier, à Providence, il a été complètement étouffé. Alors, les Golden Knights, d'après moi, ont voulu le sortir de là. Il y en a qui ont été très surpris qu'il signe parce qu'il avait connu une saison où il avait été blessé. Puis bon, il n'avait pas produit beaucoup. Mais à Providence, c'est un cimetière de joueurs offensifs. On le répète. Alors, les jeunes qui veulent aller jouer NCAA, Providence, c'est pas la place pour être mis en valeur. Ouais. On connaît la stratégie des Golden Knights. Oui. Puis ils veulent gagner la Coupe de toute évidence cette année. Pourrait-il être échangé? Comme le Canadien, disons, peut essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être tentant. Bon, c'est intéressant parce que dans notre contenu Bonnie, où les gens posent des questions, il y a une question, justement, qui est exactement ce que tu viens de dire. On va y répondre plus tard. Alors, je suis très, très content. Je ne crois pas que les Golden Knights vont le rappeler cette année, à moins qu'ils fassent 50 points en 30 matchs. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'il reste en santé. Il avait l'air un petit peu plus fort physiquement hier, mais il a encore besoin de mariner dans la Ligue américaine. Mais Pooler, ne vous inquiétez pas, j'ai aussi confiance qu'il y a 2 ans envers Trevor Conley. Et tu le sais, Mathias, quand j'ai plus confiance ou que j'ai des doutes, je l'ai dit. Même mes joueurs préférés, contrairement à toi. Hein? Et une petite note sur le match. Tu mets des mots dans la bouche, puis je ne suis pas d'accord. Alors, je te donnerai des exemples. Quand ça va arriver, je vais te donner des exemples. Tu dis que j'aime trop le Canadien, alors qu'on pense la même chose sur le Canadien. On donne la même note à Trevor Timmins. Moi aussi, j'ai encore plus de crainte sur Ryan Backer que toi. Fais attention de mettre une étiquette. Non, mais pour toi, Slav, c'est le plus meilleur premier choix de tous les temps. Pardon? Oui. Non, là, on n'est pas dans une cour d'école, Simon. Là. Non, Slav, j'ai tout le temps dit que c'est un joueur à peu près de 30 buts, 70 points.
Oui, mais il J'ai va falloir jamais qu'il le vu comme fasse. un Il gars- va falloir qu'il le fasse à un moment oui, donné. mais- Bon, il y a 3 points à 5 contre Et 5 moi- en jouant avec Ouais, Suzuki puis mais- Caulfield. Il y a 3 points. Je dis sais, toujours- son apport, il frappe. Mais c'est vrai, ouais, ouais. Mais j'ai Ah oui. toujours dit que c'était un premier choix OK. d'une... Attends. Tout le temps dit que c'est un premier choix d'une cuvée très Non, il faible. n'y a pas de cuvée faible. Est-ce Puis que, qui est-ce que serait Logan sixième- Gauthier, est-ce que Logan Cooley et Cutter Gauthier sont des joueurs faibles, d'après toi? Ben, Slav, OK, moi, on ouais. va te poser la question, puis je l'ai peut-être déjà posé dans un autre T'es podcast. déchaîné? Oui, je suis complètement déchaîné. Je suis Pat Verbeek et je t'appelle et je Ouais. t'offre Cutter Gauthier pour Slav. Tu le fais ou pas? Je te l'ai peut-être déjà posé. la Oui, on question. s'est déjà demandé. On se l'est déjà demandé. Ouais. Mais On s'était pas dit qu'on qu'on se disait plus, qu'on se posait plus ces questions-là? Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, hein? OK, tu ne veux pas répondre. Ah, OK, non, alors, mais là, une tu le petite- sais, hein? T'es Il veut pas inquiet, répondre. là, Il hein? veut pas répondre. Alors, tout ça pour dire que une petite note. C'est sûr que Gauthier, en ce moment, a une meilleure cote que celle de Slav. Oui, puis ça va continuer comme Parfait. ça. Bon, Mais Logan Cooley, correct. Mais correct. Le gars, il a tout le temps le POC, mais correct. tu viens de me dire que ça manquait de papier sablé, le Canadien, puis les gros joueurs en série. Oui, je le sais. Mais à un moment donné, c'est que... Si tu veux pas... faut que tu regardes- T'es sur le bord de recevoir un coup Non, de serpent. c'est hein? qu'à un moment donné, il faut que tu regardes le rang de sélection. Il faut que tu regardes le trio sur lequel le gars joue. Il faut que tu regardes les... Tu sais, il y a 3 points en 5 contre 5, Mathias. Il y a 3 points. Avec 2 gars qui sont productifs. Oui, oui. Bon, Ben, en tout cas, il y a 2 saisons de 50. Tu sais, il est correct. je le sais. Mais j'ai jamais dit que c'est un joueur grandiose. En tout cas. Bon, OK. Puis le reste du trio, par exemple, juste Pardon? par curiosité, le reste du trio à 5 contre 5, ça ressemble à quoi, sais-tu, à peu près? Non. Ben, c'est un des bons trios de la Ligue nationale, Ben oui. là, avec ces 3 gars-là. Là. Ben oui. Tu veux-tu une minute pour trouver tes Non, esprits? non, ou... je veux juste te laisser une note. Premier match hier à Henderson en même temps, le Color Heart, dans les buts. Oh. Il n'a pas été très occupé. Il est encore, je l'ai remarqué, il est encore très agile, il est en forme, il est jeune quand même, mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. OK. Alors, je ne sais pas trop. Je pense que là, il est sur une période de remise en forme et il est admissible pour jouer dans la Ligue nationale en décembre. Peut-être qu'on compte sur lui comme numéro 2 à Vegas, mais hier, je peux dire que ça a quand même bien été. Bon. On termine avec Bon. le segment Retour vers le futur. Oui. Et là, le joueur de la semaine est une personne très connue dans le monde du hockey au Je te Québec. l'ai proposé. Oui, J'ai dit, c'est une bonne idée. Puis ouais. C'est une bonne idée. C'est pas Mario Lemieux ou, je ne sais pas, moi, Pat Lafontaine dont on a parlé, mais c'est quand même un joueur qui était voué à un très bel avenir. Et c'est le commentateur d'RDS, Marc Denis. L'analyste. L'analyste, qui écoute, c'est vrai. qui est au Marc sommet de sa profession. Il est bon, Marc Denis. Marc Denis est né en 1977, ce qui fait en sorte qu'il a été repêché en 1995 à l'âge de 18 ans. Comment c'était pour Marc Denis? Dans le midget, il jouait pour les Estacades de Trois-Rivières à l'âge de 16 ans. Une moyenne de buts au-dessus de 4. L'équipe n'était pas forte, ce qui fait en sorte qu'il a été un choix de 4e ronde des Saguenay-Chicoutimi. Te rappelles-tu quand tu l'as vu la première fois, lui? Ou... Moi, je me rappelle de lui très bien dans le junior. OK. OK? Je te mentirais si je te disais que je l'ai analysé dans le midget, même si j'allais voir le midget. Ouais. Mais dans le junior, je me rappelle très bien de lui. Lui, il est arrivé à Chicoutimi et à l'âge de 17 ans, 94-95, il a eu une bonne saison, tellement que l'Avalanche du Colorado l'a repêché 25e au total. Il y avait 26 choix en première ronde. Puis il était numéro 1 à Chicoutimi déjà? Il était numéro 1 déjà à Chicoutimi. Ça, c'était un repêchage. D'ailleurs, là, juste pour situer, Georges Larac avait été choisi 31e au même repêchage que Marc Denis. Ça pourrait être un bon sujet, ça aussi, Georges Larac. Et là, moi, ce que je me rappelle de Marc Denis, c'est que c'était un gars il mesurait 6 pieds 1, mais n'oubliez pas, là, dans ce temps-là, le gardien de but 6 pieds 6, c'était pas la norme. Non. C'était un gars, malgré ses 6 pieds 1, qui prenait beaucoup d'espace devant le filet et qui était bon techniquement, puis qui était très confiant surtout. Il était bon avec la rondelle. Ah, OK. Il était bon manière de rondelle. Alors, c'est ce que je me souviens de lui. Là, il est arrivé quelque chose. Probablement en 1997, à sa dernière année junior, il a gagné la médaille d'or avec le Canada, une équipe qui avait entre autres Joe Thornton et Daniel Brière. Et après un séjour dans les mineurs, il se retrouve en 99, à l'âge de 22 ans, adjoint de Patrick Roy au Colorado. Et il joue bien. Il joue, 23 matchs. Et il a une meilleure moyenne de buts alloués que Roy. Parce que là, il faut rappeler que Roy a été échangé pour Jocelyn Thibault, Oui, alors il y qui est avait rendu plus à Montréal. Parce que là, ils ont repêché beaucoup de gardiens. Ils ont repêché Emmanuel Fernandez. Oui.
Marc Denis, Oui, Thibault. Jocelyn Thibault, Emmanuel Fernandez, mon ami d'enfance, s'est retrouvé à Dallas assez rapidement. Et donc, j'imagine que l'échange de Roy qui a envoyé Thibault à Montréal, et là, Stéphane Fizet, qui était le numéro 1 Colorado, a voulu s'en aller à Los Angeles pour avoir une chance. Denis, lui, a été repêché quelques mois avant l'arrivée de Patrick Roy. Fait que c'est le seul survivant de la gang. Oui, là. mais je crois que Colorado, à l'époque, en 95, Colorado se disait on était un gardien prêt de gagner la Coupe. Ouais. Et là, on voyait que Thibault était jeune, Fizet, je ne sais pas si on le voyait vraiment comme un numéro 1, c'était plus un bon numéro 2. Et là, on continuait, on repêche Marc Denis, peut-être avec cet espoir-là, sauf que Marc Denis, on savait très bien qu'il était à 3, 4, 5 ans d'être efficace. Ouais. Mais il est quand même arrivé 4 ans plus tard comme adjoint de Patrick Roy. Sauf qu'en l'an 2000, il y a eu une expansion. Une expansion de Columbus et Minnesota. Les règles étaient complètement différentes des règles d'aujourd'hui. On va vous faire grâce des règlements, mais disons que l'Avalanche du Colorado était en très grand danger, pour ne pas dire certitude, de le perdre. Parce que tu ne pouvais protéger qu'un gardien de but. Ouais. Et là, évidemment, c'était Roy. Ben oui. Et alors là, ce que le directeur général a fait, il a fait, tu sais, comme on dit en anglais, du damage control. Il a essayé de maximiser le fait qu'il était pour perdre Denis, sa perte. Il a manigancé quelque chose pour, encore là, je fais un résumé, il a obtenu un choix de deuxième ronde en retour de Marc Denis à Columbus. Parce qu'il savait qu'il allait le perdre, là. Oui, il était assez bon pour le perdre. Là. Okay. Alors, il a manigancé quelque chose. Finalement, il y a quand même eu un choix de deuxième ronde. Parce qu'oublie pas qu'il y avait Minnesota qui est en compétition. Ils étaient 2 à repêcher. Ouais. Alors, en le donnant à Columbus, bien, ça valait quelque chose. Columbus a donné un choix de deuxième ronde. Donc, c'est là que Marc Denis s'est retrouvé avec les Blue Jackets de Columbus, un club d'expansion. Et là, on l'a fait travailler. Fernandez, d'ailleurs, je pense, s'est retrouvé au Minnesota. Dallas, dans ce repêchage-là. Oui, et Fernandez, c'est le neveu Jacques Lemaire, et c'est Lemaire qui coachait. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Alors, Denis a joué 5 ans à Columbus et en 2002-2003, il a joué 77 matchs. Wow. 77. Il y a seulement 6 gardiens dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont joué plus que 77 matchs et plus. Ah oui, hein? Martin Brodeur l'a fait quelques fois. Ouais. Grant Fuhr, 79, je pense qu'il a le record. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Écoute, j'avais oublié ce détail important. Oui. Ouais. Et ensuite, il a joué 2 ans à Tampa. Ensuite, il a joué 2 ans dans la Ligue américaine, dont avec la filiale du Canadien. Il est revenu en 2008-2009, terminé sa carrière 20 minutes avec le Canadien. Ouais. Mais quand il a joué, c'était en quelle année, les 77 matchs? 2002-2003. J'essaie tout le temps de situer. Tu as quel âge en 2002-2003? 15 ans? J'étais au secondaire, deuxième secondaire. On ne fait suit 15 ans pas à peu trop près. les autres équipes. Fait que toi, tu te rappelles pas trop de Marc Denis, le gardien. Je me souviens d'avoir vu avec le CH, OK. mais, puis avec Columbus un petit peu. Ah, OK. avec Columbus. Tu t'en OK. rappelles un peu, mais Ouais. c'est ça. Mais il jouait tellement. Il y a eu une saison de 66 matchs aussi. Alors, regarde, dans l'ensemble, je pense, Denis, il a eu une bonne carrière, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, être tombé dans une équipe qui avait besoin de gardien numéro 1 au moment où il arrive à maturité, Ouais. mettons, puis une meilleure équipe que Columbus, qui était C'est une sûr. équipe d'expansion, qui n'était pas très bien dirigée à l'époque par Doug McLean, peut-être qu'il y aurait eu plus... il aurait parti plus souvent aux séries, Ouais. peut-être. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça qui arrive avec les gardiens de but. C'est quasiment aléatoire où tu te retrouves. Mais, bon, il a bien joué. Alors, c'est ça. En général, il a bien joué, je te dirais. Et après ça, il s'est retrouvé dans les médias. Puis moi, écoute, je suis quasiment aussi, sinon plus impressionné par son après-carrière. Parce que c'est pas facile, je le dis, là, d'arriver puis d'être à ce niveau d'excellence, là. Moi, je le trouve vraiment brillant. Il s'exprime bien, il a une bonne capacité d'analyse, il travaille fort. Fait que, chapeau. Je crois, là, puis ça, peut-être que les choses ont changé depuis ce temps-là, mais il me semble qu'il est impliqué avec les Saguenay et Chicoutimi aussi. Ah oui? Oui, il est Encore. propriétaire, non? Il est copropriétaire. Oui, c'est ça. Oui, il me OK. semble qu'il l'est encore, là. Mais c'est parce que à Chicoutimi, je pense que c'est la ville qui est propriétaire de l'équipe, mais il y a un comité de gestion. OK. Et Denis, aux dernières nouvelles, en Ouais, je faisait pense que partie. Mais bon, s'il y en a qui le savent, ils pourront me corriger. Parfait. Merci, Simon. Simon, écoute, c'est thématique, j'imagine, parce que c'était un Simon déchaîné cette semaine. Puis là, tu avais ton choix d'équipe pour les analyses hebdomadaires. Tu es rendu au quart de finale, Oui. finaliste. Ouais. Puis c'est-tu parce que tu es déchaîné que tu as choisi les Maple Leafs de Toronto aujourd'hui? Coïncidence. Ah. Les Maple Leafs de Toronto.
Que dire? Bon, ça, j'en ai parlé. Je ne les vois pas en série cette année. Et d'après moi, le train a quitté la gare en fait de possibilité de gagner la Coupe Stanley. Ils ont pendant 9 ans eu un trio et même un quatuor de joueurs intéressants, Morgan Riley, et à l'attaque, Matthews, Nylander et Marner. Tu nommes pas Tavares? Non, parce qu'il a été signé plus tard et c'est pas un joueur qui est arrivé en 2016 et qui a été forfait par l'équipe. C'est quand même un gros statement de dire qu'ils sont en dehors des séries, non? Oui, c'en est un. C'est un gros statement, juste le dire. Oui, oui. Mais non, mais c'est bon, on a tout le temps besoin des extraits chocs sur les réseaux sociaux. Non, mais vraiment, je ne les vois pas là. Je trouve qu'il y a un travail misérable qui a été fait dans le sens qu'en 9 ans, ils ont gagné 2 séries. C'est pas normal. Je sais qu'il y avait des bonnes équipes contre qui ils affrontaient Tampa, Boston, je sais tout ça. Mais à un moment donné, quand tu montes un club avec un trio de joueurs comme ça, tu es supposé être capable de les entourer. Bon, évidemment qu'ils ont été affectés par le fait que le plafond, pendant des années, n'a pas bougé et les contrats octroyés étaient énormes. Mais je crois que Carl Dubas, dans ses négociations, n'a pas été très bon. Parce qu'à l'époque, il a donné 13 millions à Matthews, 11 millions à Marner. Et on n'était pas dans cette ère de donner des genres de salaires comme ça. Matthews gagnait plus que McDavid. Tu vois, Tampa, Vegas, c'est des équipes qui ont donné beaucoup de choix au repêchage pour se renouveler, pour se maintenir. Et la majorité des gars sont encore là à aider l'équipe ou les ont aidés longtemps. Sont où, à Toronto, les gars qui... T'as Jake McCabe, mais les gars qui ont été obtenus pour des... Ils sont pas là. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, pour se débarrasser du mauvais contrat de Patrick Marleau, on était obligé de donner le 13e choix au total. Seth Jarvis, qui est devenu à Caroline, Seth Jarvis. qui est devenu Seth Jarvis. Ouais. Fait que, à un moment donné, ça s'accumule tout ça. Qu'est-ce qui arrive pour l'avenir? Matthews est encore sous contrat jusqu'en 2028. Et on a Nylander jusqu'en 2030, Matthew Nyes jusqu'en 2030 et Morgan Riley à la défense, 2030. Morgan Riley, Jake McCabe et Chris Tanev. Chris Tanev, un autre qui est pas mal blessé. Hein, qui est le meilleur espoir des Maple Leafs de Toronto? Et j'enchaîne avec une deuxième question. Est-ce que tu considères que Matthew Nyes est un espoir? Non. Pas vraiment. Alors, je te dirais que c'est Easton Cowan, la recrue. Qui a quoi comme plafond? Ouf. Deuxième trio au sein d'un club moyen. OK. Troisième trio au sein d'un club champion. Puis c'est quand leur prochain choix de premier tour? 2028. Okay. Le choix de 2026 et 2027 ont été échangés. Évidemment, il y a des protections là-dessus, mais ce sont des protections qui risquent justement... Regarde, à un moment donné, ils vont être obligés de les donner, les choix. Et si, mettons, je ne sais pas, mon choix est protégé top 12 et que là, ils finissent avec le 12e choix, ça veut dire que l'année d'après, le choix n'est plus protégé et peut-être qu'ils vont planter. Comme les Rangers ont fait, ils ont donné le choix. Oui, sauf que là, il y avait le choix. Toronto n'a pas le choix. Oui. Mais là, tu as Brad Treliving comme directeur général. Il va arranger les affaires, comme à Calgary. Oui, c'est ça. Vraiment incroyable que ce gars-là se soit trouvé un autre boulot après ce qui est arrivé à Calgary. Mais bon, tu sais, on met dehors Brendan Shanahan, mais puis Carl Dubas, mais on prend Treliving. Mais le Boston Pizza ne doit pas être cher quand ils font les meetings. Pour ceux qui ne savent pas, son père est fondateur de la chaîne Boston Pizza et était à l'émission Dragon's Den, l'équivalent de Dans l'œil du dragon à CBC pendant au moins 15 ans. Bon. Mais Berube va perdre sa job dans pas long. C'est sûr qu'un mauvais directeur général va commencer par... C'est sûr. Ouais. Mais on va peut-être lui donner un peu de temps. Bon, dans les buts, Joe Woll, pas mauvais. Mais là, bon, Stolarz a signé un gros contrat. Stolarz a signé un gros contrat pour un réserviste, si on peut dire. 3,75 jusqu'en 2030. Bon, écoute, je peux vivre avec ça, mais encore là, je trouve... T'es-tu vraiment obligé de signer un gardien réserviste pour 5 ans? Fait que là, les Maple Leafs de Toronto, dans les 5 prochaines années, là, oui. Dis-moi. Moi, je vois un déclin. Et je vois probablement le départ de Mitch Marner d'ici 2028. À ce moment-là, est déjà parti. Pas Marner, Austin Matthews. La question est de savoir si Toronto va répéter le même scénario en laissant aller le contrat et en le perdant pour presque rien, ou est-ce qu'on va l'échanger? Est-ce que Matthews va vouloir rester dans une équipe qui est en déclin, avec qui il restera, au sein de laquelle il ne restera plus grand-chose? Si le passé est garant de l'avenir, il va échanger Austin Matthews pour 2 vétérans au début de la trentaine, qu'il va surpayer, comme il a fait avec Matthew Tkachuk pour Jonathan Huberdeau et Mackenzie Weegar à Calgary.
Ben, vois-tu, le passé est souvent garant de l'avenir quand on regarde travailler les directeurs gérants. Alors, je ne parierai pas contre cette affirmation que tu fais. Tout ça pour dire que c'est malheureux. Malheureux pour les fans des Maple Leafs. Il va avoir quel âge, pardon, Matthews, à la fin de son contrat? À la fin de son contrat. Matthews, il est né en 1997, alors il va avoir 31 ans quand même. C'est ça. 31 ans. Il va chercher un contrat de 7 ans ou 6 ans, parce que là... Ça va être laid à Toronto. Ça va être laid. Oui, ça va revenir ce que c'était pré-Matthews, pré-Nylander. Ouais, puis là, ils vont encore changer de directeur généraux à chaque 2 ans. Là, on s'accroche avec John Tavares, Nylander, qui est un bon joueur, Matthew Nice, un bon joueur, mais tu sais, ça ne sera pas suffisant. Et à un moment donné, d'après moi, ça va vraiment, vraiment tomber, et on va être obligé de recommencer, de refaire une reconstruction. Après une reconstruction... Est-ce qu'ils vont vouloir faire une reconstruction après cette reconstruction-là qui n'a pas fonctionné? Ils n'auront pas Parce le qu'ils l'ont choix. Ce qu'on appelait le Shanna Plan à ce moment-là, qui était bon à la base, mais qui après ça a été... tu sais, je veux dire, on a beau blâmer Lamoriello, Dubas, il devait avoir du Shanahan derrière ça. Oui, mais Marleau a fait mal. Oui. Les gars, je vous trouve quand même alarmiste dans le sens que j'ai lu l'article d'un excellent journaliste qui s'appelle Mathias Brunet qui nous racontait à quel point le mix dans l'Est est intense en ce moment. Les Maple Leafs sont à 4 points d'une place en carte cachée, là, les wild cards. À 4 points. Puis Matthews est blessé. Tu sais, si on ne donnait pas cher de la peau du Canadien l'année passée, vous ne donnez pas plus de chance aux Maple Leafs de revenir? On parle à long terme, tu sais. Ouais, les 5 prochaines années. Regarde, moi, j'ai fait une prédiction pour cette année. Je te dis pas que je vais avoir raison. Mais juste le fait que je fasse cette prédiction-là me montre à quel point... tu sais, il y a 3 ans, j'aurais pas fait cette prédiction-là. Les Maple Leafs ont raté les séries. Les Maple Leafs, c'était assuré qu'ils faisaient les séries. Ouais. Là, cette année, j'ai des doutes pour la première fois. Mais ça, c'est lui. Mais moi, je vais te poser une question, Pag. Disons qu'ils font les séries. Ouais. Ouais. T'es vois-tu se rendre en finale de la Coupe Stanley? Non, Dans le carré d'as? peut-être. Ah oui. OK. Basé sur quoi? Ben, parce que Wall il est moins mauvais que qu'est-ce qu'on laisse entendre. Pag est tout avec les gardiens. Ben, en série, c'est très important, je trouve. Là. Non, c'est vrai, c'est important, mais je veux dire... Puis on a fait l'ajustement de l'alignement en fonction des séries pour avoir plus de hargne que ce qu'on n'était pas capable de retrouver avec Marner. Je veux dire... oui, ça, si tu as raison. Mais est-ce que c'est de la hargne productive? Est-ce que Scott Lawton, pour un premier choix, c'est de la hargne productive? Ben, C'est Nick ça, Roy, l'affaire. c'est pas un Tu sais, pied c'est bien servi. beau de dire que, regarde, Marc Bergevin est allé chercher il y a à peu près, 8-9 ans, Steve Ott, Andreas Martinson et Dwight King. Mais il n'a rien payé. Non, mais je veux dire, c'était de la hargne, mais c'était des joueurs qui étaient vraiment, vraiment au bout du rouleau. C'est épouvable, ça. Non, mais ça n'a rien coûté. Non, mais, Ouais. non, mais là, tu regarde. vas chercher Scott Lawton pour un choix de Oui, premier. non, là. mais moi, mon Ouais. point, c'est que quand tu vas chercher de la hargne des fois puis du papier sablé, mais si ce papier sablé-là, il finit. Tu sais, Dwight King avait été formidable pour les Kings de Los Angeles durant les séries. Mais au moment où il est arrivé à Montréal, c'était la fin. Ouais. Alors, Toronto, j'ai l'impression qu'ils sont allés chercher, oui, du papier sablé, mais des joueurs qui, pour moi, n'auront pas un gros impact. Tu sais, Floride, là, le joueur de papier sablé, tu sais, il y a Sam Bennett. Il n'y a pas de Sam Bennett à Toronto. C'est ça, mon point. Rappelle-toi les choix de premier tour, là, dilapidés. Ouais. Tu sais, ils ont aussi donné un choix de premier tour, puis ils ont reçu un choix de deuxième, tu me diras. Ouais. Mais pour se débarrasser du gardien Mrazek aussi. Mhm. Un choix de premier tour dont on se débarrasse pour Marleau. Nick Foligno, joueur de location, Oh, choix mon de premier tour. Non, mais tu sais, Ouais. ça fait bien des choix de premier tour. Mais c'est qu'ils n'allaient pas chercher les bons joueurs de location. Et évidemment, le contrat de Tavares, ça vraiment nuit. Ouais. Parce que déjà qu'ils étaient... la masse salariale était chargée de gros contrats à l'attaque. Et on en rajoute un 11 millions par-dessus pour un joueur qui était finalement superflu. Mais ça, c'était pré-COVID. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait un gel de la masse salariale à ce C'est vrai. moment-là. C'est pour ça que je dis qu'ils ont été... Ouais. ça, c'est sûr. Je peux pas croire que je me place dans le rôle du défenseur des Maple Leafs. Ben oui. J'ai zaï, mais c'est juste ça, pas aussi mauvais que ça. On arrête-tu avec les Maple Leafs? Ben moi, là? je les haïs pas. Comme je t'ai dit, en 2016, je voyais un très bel avenir pour cette équipe-là. Puis année après année, à un moment donné, j'ai lancé la serviette à un moment donné. Ça fait plusieurs années que j'ai lancé la serviette avec les... Je suis un lanceur de serviette. Et voilà. Ouais. On est rendu au dernier bloc. Pag déchaîné. Pag en liberté, es-tu déchaîné? Toujours. Ah bon. On débute avec Yannick Caron. Question d'histoire pour Simon. On entend souvent qu'il ne faut pas comparer les statistiques d'aujourd'hui avec celles des années 70. Ça saute aux yeux lorsqu'on regarde des faits saillants d'époque.
On dirait que ce n'est pas le même sport. À quel moment y a-t-il eu des points tournants qui ont fait du hockey ce qu'il est aujourd'hui? Exemple, l'arrivée de certains joueurs, les nouvelles tendances ou des nouveaux règlements. Bref, jusqu'à quand dans le passé pouvons-nous reculer pour tracer des parallèles avec le présent sans que les comparaisons soient boiteuses? OK, ben moi, j'ai mis 5 étapes. Alors, ça, c'est simple. Une que j'ai connue un peu plus sur le tard. En 1977, la Ligue est passée de 6 à 12 équipes. Et ensuite, on a rajouté des équipes dans les années 70. Ça a extrêmement dilué le produit. Les Européens n'étaient pas encore arrivés. Alors, ça, c'est l'époque où le Canadien a gagné énormément de Coupes cette année. Alors là, il y a eu une dilution du produit, je dirais. Et donc là, les matchs, au lieu de finir 2-1, il y avait beaucoup de matchs de 7 à 5. Ensuite, je dirais les années 80, l'arrivée des Oilers d'Edmonton avec un style de jeu qu'on n'avait jamais vu auparavant, très européen, je dirais, et avec Wayne Gretzky, un genre de joueur qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et là, dans les années 80, les gardiens n'étaient pas encore, à part Patrick Roy qui est arrivé au milieu de la décennie, les gardiens n'étaient pas encore de calibre. Alors là, il y avait des points. Il se marquait 50% plus de buts là qu'aujourd'hui. 50%? Oui. Alors, mettons, il se marquait, au lieu, mettons, de 6-7 buts par match, il s'en marquait peut-être 10. Okay. Fait qu'Ovechkin, aujourd'hui, c'est malade, là. Voilà. Ensuite, je te dirais, l'autre coupure a lieu à peu près en 1995. Là, les pointages ont commencé à diminuer avec l'arrivée de Jacques Lemaire comme coach, avec les Devils du New Jersey. Et là, il jouait un système qu'on appelait la trappe, qui est extrêmement fermé. Les Devils ont gagné 3 coupes, pas seulement avec Lemaire, mais le style était là. Et là, c'est ce qu'on appelle, en 95-2005, on a appelé ça le Dead Puck Era, l'ère de la rondelle morte, autrement dit, du jeu plate. 2005, tout de suite après le lockout, on a changé des règlements, on a modifié des règlements, les arbitres étaient plus sévères, on a ouvert le jeu. L'arrivée de Sidney Crosby et Ovechkin, et là, on est revenu à... on est entré dans une ère moderne, beaucoup plus intéressante. On a amené les tirs de barrage, plus de match nul, et ça a été, je dirais, une autre étape. La 5e étape, c'est difficile de mettre une année dessus, mais je vais mettre à peu près 2015. L'arrivée de Connor McDavid, Austin Matthews 2016, mais surtout Connor McDavid, le jeu, on dirait, est devenu encore plus rapide. Plus rapide. Le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Et même, je dirais que par rapport à il y a 5-6 ans, c'est encore plus rapide aujourd'hui. On n'a jamais vu du jeu comme aujourd'hui. Puis les plus vieux comme moi, là, qui vont arriver et qui vont avoir de la nostalgie de telle époque. Moi, je trouve que le hockey, dans ce moment, j'ai jamais vu du bon hockey comme ça. Oui. Coudon, c'est pas une réponse à une question, c'est un séminaire. Yannick en a eu pour son argent. Ben oui. Le retrait de la ligne rouge, t'as-tu noté? Non, je ne l'ai pas noté, mais c'est arrivé à peu près... après le lockout, c'est ça? Après le lockout, ça? Oui, c'est ça. C'est un bon point, ça, Pag. Il y a aussi les lignes en arrière des gardiens qui ont empêché le maniement de la rondelle. Évidemment. Oui, moins de... aborder les gardiens. non, mais il y a raison, ça a limité le mouvement. Ouais. Alors, moi, j'ai à peu près identifié ces 5 étapes-là. Enfin, j'espère, Yannick, que j'ai bien répondu à ta question d'histoire. Oui. Bon. Mais ça. François Gendron, vous avez déjà parlé que bon an, mal an, il y a à peu près le même nombre de joueurs repêchés qui vont jouer dans la LNH. Est-ce que cela signifie que nous avons atteint un plafond avec la façon dont nous développons les jeunes joueurs à travers la planète? Non, je pense que c'est simplement une question du nombre d'équipes. Parce que lorsqu'il y avait 16 équipes, il y avait moins de joueurs qui atteignaient la Ligue nationale qu'aujourd'hui. Là, on est rendu à 32 équipes. Et peut-être qu'à un moment donné, si on monte à 36, bien là, le nombre qui atteignent la Ligue nationale, c'est normal parce qu'à chaque équipe, tu rajoutes 23 joueurs. Mais ce que je dis, c'est que quand je veux dire ça, bon an, mal an, tu as à peu près le même nombre de joueurs. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, on se pose la question, ça, c'est un repêchage formidable. Ça, c'est un repêchage pourri. Oui, il y a des différences des fois dans le top du repêchage, mais en général, bon an, mal an, 40 à 50 joueurs vont avoir une carrière de 2, 3, 400 matchs dans la Ligue nationale et plus. Et c'est ça plutôt que je voulais dire. Mais c'est sûr que plus tu augmentes le nombre d'équipes, plus il va y avoir de joueurs qui vont atteindre la Ligue. Stéphane Dumaresque, dans vos projections sur 3 ans, Demidov est de facto sur le 2e trio. Pourtant, toutes les projections depuis son repêchage le mettent tellement bon, il me semble qu'il devrait être projeté comme un futur joueur de premier trio, avec les responsabilités et les minutes que ça signifie. Est-ce que les premiers et les 2e trios ont si peu de différence?
Moi, je trouve ça peut arriver qu'il y ait si peu de différence. Tu regardes l'utilisation de Panarin, par exemple, avec les Rangers. Oui. Puis il y en a d'autres. Tu vas placer tes Marchand, des fois, à Boston, on variait Marchand, Bergeron, Pasternak. Pour moi, des fois, tu vois souvent ça, un joueur étoile qui va jouer sur un autre trio pour essayer de séparer les forces. À Tampa, tu as des bons joueurs aussi là, qui jouent sur le... Tu as évidemment Point avec Kucherov, mais tu as un gars comme Brandon Hagel qui a une saison formidable. Et Stamkos à l'époque. Oui, qui jouait sur un autre trio. Bien, c'est ça. C'est pas mal ça. Tout ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que il ne faut pas croire non plus que Caulfield, Suzuki, Slavkovski s'est coulé dans le béton pour les 7-8 prochaines années. Alors, et une autre chose qui fait la différence, c'est qu'un joueur peut jouer sur un deuxième trio, entre guillemets, mais avec tout le temps de jeu de puissance qu'il obtient, finalement, à la fin de la partie, il a joué 18-20 minutes. C'est ça. Alors, je pense que c'est plus les minutes qu'il faut regarder, plus le temps d'utilisation qu'il faut regarder. Mais encore là, Demidov ne fait que commencer sa carrière. S'il cartonne, faites-vous-en pas, il va en avoir des minutes. J'aurais pu nommer Toronto aussi à l'époque, avec Nylander qui jouait sur un... Mais ça prend un deuxième centre de qualité pour pas qu'il passe sa carrière avec ton ami Kapanen. En plein ça. Bon. Mais ça clôt le serpent déchaîné. On s'en est quand même bien tiré. Oui. Malheureusement, Pag a été blanchi aujourd'hui. Il va falloir qu'il se reprenne blanchi sur les jeux de mots. Puis pourtant, il n'y a pas eu de... L'épisode n'est pas fini. Ben là, il y a l'épisode Bonnie. À moins que là, il ne reste pas grand temps. Là. C'est le temps des adieux pour aujourd'hui. Pierre-Alexandre Girard, je te salue en premier pour te donner un peu de temps pour ton jeu de mots en saluant Simon Boisvert. Salut Mathias. Et peut-être en prolongation avec le but gagnant. Allons-y. Avec une question de Samuel. J'aurais une question pour le Snake sur le parallèle entre Zarovski et Tolvanen. Je trouve que leur situation se ressemble. Tolvanen aussi avait explosé en KHL, avait été un choix de fin de première ronde, mais ensuite a eu de la difficulté à s'adapter en AHL et en NHL. Vois-tu Zarovski avoir plus de facilité à s'établir en Amérique du Nord que Tolvanen? Donc, on se retrouve sur chaosport.tv pour ceux qui veulent rester avec nous.